Mon père a fait glisser une chemise cartonnée sur la table de ma salle à manger. Signe l'acte de transfert où on t'attaque en justice. Sa voix était glaciale, clinique, comme s'il licenciait un employé et non comme s'il parlait à sa fille. J'ai regardé ma mère. Elle fuyait mon regard. Ma sœur était assise à côté d'eux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ils étaient chez moi, dans mon appartement terrasse, celui que j'ai acheté il y a 3 ans, mon nom sur le titre de propriété, mon apport personnel, mon crédit immobilier, mes semaines de 60 heures pendant 10 ans pour y arriver. Et il voulait que je le cède à ma sœur pour son nouveau départ. J'ai dit, non. Papa a ouvert sa mallette. J'ai ouvert la mienne. Comment prouver que vous n'êtes pas le méchant quand vos propres parents écrivent l'histoire? Prenez un truc à boire. Ça va secouer. Et si vous avez déjà été la brebis galeuse de votre famille, mettez un pouce bleu. Vous voudrez voir comment ça se termine. D'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Laissez-moi rembobiner. Je suis l'aînée, mais je n'ai jamais été la préférée. Ma sœur, Chloé, a eu la voiture à 18 ans, une Fiat 509 avec un E dessus. Moi, j'ai eu un abonnement de transport et une poignée de main. Elle a eu l'école de commerce privé, le BDE, les vacances de printemps à Marrakech. J'ai eu droit à « tu es intelligente, tu te débrouilleras ». Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la fac publique, travaillé de nuit dans un café, vécu dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés avec les toilettes sur le palier. J'ai tout économisé. Chaque euro, chaque ticket de caisse. Ma première patronne, une femme nommée Claire, m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée, trace chaque euro comme si c'était une preuve. Un jour, tu en auras besoin. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai écouté. 10 ans plus tard, j'avais 80 000 euros d'économie. J'ai acheté ce toit terrasse, un T4, baie vitrée, dernier étage avec vue sur Paris, mon nom, mon crédit, mes frais de notaire. Mes parents ne sont même pas venus à la crémaillère pour me féliciter. Chloé a posté sur Instagram sa 3e vacance de l'année. J'ai posté une photo de mes clés, un seul commentaire de maman, sympa. C'est tout. J'ai continué à travailler, à économiser, à garder un classeur dans mon bureau. Chaque relevé bancaire, chaque mensualité de prêt, chaque avis d'imposition. Je ne savais pas pourquoi je gardais tout ça. Je pensais que le plus dur était passé. J'avais tort. Il y a 3 semaines, maman a appelé. On se fait un dîner. Juste la famille. J'aurais dû me méfier. Je suis entrée chez eux. La table était dressée comme pour Noël. Chloé et son mari, Thomas, étaient déjà là. On a passé les entrées, puis le dessert, puis maman s'est raclé la gorge. Ma chérie, on doit parler de ta situation de logement. J'ai posé ma fourchette. Ma situation? Papa s'est penché en avant. Tu es seule dans un T4 de standing. C'est de l'espace gâché. La main de Chloé s'est posée sur son ventre. Je suis enceinte, a-t-elle dit. J'ai souri. Félicitations. La voix de maman est devenue douce. Dangereuse. Elle a besoin de place, de stabilité. Tu n'as pas vraiment besoin de 3 chambres, si? J'ai senti l'atmosphère changer. Qu'est-ce que vous demandez? Le ton de papa était plat. Nous voulons que tu signes une donation de l'appartement à ta sœur. Tu peux déménager dans quelque chose de plus petit, de plus raisonnable. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous voulez que je lui donne ma maison? Ce n'est pas une question de donner, a dit maman. C'est une question de famille. Chloé a commencé à pleurer. Je veux juste que mes enfants aient ce que tu as eu. Ah, attends. Tu n'as jamais voulu rien partager. Je me suis levée. Je l'ai acheté. Mon nom, mon crédit. La réponse est non. Papa s'est levé aussi, jetant sa serviette sur la table. Tu as 1 semaine pour réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Il est sorti. Maman a chuchoté derrière moi, tu vas le regretter. 3 jours plus tard, une lettre recommandée avec accusé de réception est arrivée. Papier épais. En tête d'un cabinet d'avocats.
Je l'ai ouverte debout dans ma cuisine. Il prétendait que mes parents avaient un intérêt équitable dans l'appartement, qu'il y avait un accord de fiducie familiale verbal. Je l'ai relu 2 fois. C'était un mensonge, mais un mensonge sur papier juridique. Le même jour, le mari de Chloé a posté sur les réseaux sociaux « Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Je prie pour ma femme et sa famille. » Les commentaires s'empilaient. Cousins, tantes, amis de mes parents, tous de son côté. Mon téléphone a commencé à sonner. J'ai arrêté de répondre. Puis un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait. Je n'aurais jamais cru avoir élevé quelqu'un d'aussi froid. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ne viens pas à Noël, n'y a aucune fête, jamais. Je me suis assise sur mon canapé, fixant les lumières de la ville. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que les liens du sang comptaient plus que les plans d'architecte. Peut-être que j'étais égoïste. Puis j'ai regardé l'étagère, le classeur. Je l'ai descendu et j'ai commencé à lire. Première page, le compromis de vente daté d'il y a 3 ans, signé par moi. Acheteur ligne 1, mon nom. Apport personnel, 80 000 € virés depuis mon compte épargne. Je tourne la page. Note manuscrite de l'agent immobilier dans la marge, les parents de l'acheteuse refusent de se porter caution ou de contribuer. Transaction solo. Document suivant, l'attestation de propriété notariée avec le sceau officiel, propriétaire enregistré, mon nom. Pas de copropriétaire, pas de privilège sauf l'hypothèque de la banque. Et le crédit, aussi, à mon nom seul. J'ai sorti le reçu du virement bancaire. Mon compte vers le compte séquestre du notaire. Daté et tamponné. Leur accord verbal, il n'existait pas sur papier parce qu'il n'avait jamais existé du tout. Il comptait sur le fait que je ne me défendrais pas, sur la culpabilité, sur le fait que je céderais parce que je ne voulais pas être la mauvaise fille. J'ai fermé le classeur. Puis j'ai ouvert la section suivante, parce que si le premier reçu me disait que je possédais l'appartement, le second allait me dire pourquoi il le voulait vraiment. Le lendemain matin, une autre lettre. Même cabinet. Avis d'intention de déposer plainte. Enrichissement sans cause, rupture de contrat moral. Ils allaient me poursuivre. Chloé a lancé un groupe WhatsApp. Famille élargie. 32 personnes. Certains d'entre nous ont besoin d'aide. D'autres ne font qu'accumuler. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Ma tante m'a envoyé un SMS. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur? Je n'ai pas répondu. Puis mon père a appelé. Pas de salutation. Tu veux déchirer cette famille pour de l'immobilier? Très bien. On se verra au tribunal. Et quand tu perdras, tu n'auras plus rien. Plus de famille, plus de maison, rien. Il a raccroché. 1 heure plus tard, un SMS de ma mère, le mariage de ta sœur s'effondre. Cet appartement pourrait la sauver, mais tu t'en fiches, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran. 48 heures. C'est ce que disait la deuxième lettre. Signer l'acte de donation sous 48 heures où il dépose le dossier. Procès public, casier judiciaire, nouvelle locale, peut-être rupture totale. J'avais le choix. Céder et perdre tout ce que j'avais construit ou me battre et perdre tous ceux avec qui j'avais grandi. Je me suis assise à mon bureau, j'ai rouvert le classeur. 48 heures. J'ai sorti le deuxième document. L'historique des paiements du crédit. 3 ans, 36 paiements. Chacun débité de mon compte courant. Capital, intérêt, taxes foncières, charges de copropriété, total payé à ce jour, 150 000 €. Contribution des parents, 0. J'ai tourné la page. Un rapport de solvabilité que j'avais demandé il y a 6 mois quand je voulais renégocier mon taux. Mon courtier avait fait une référence croisée par adresse. Le nom de Chloé est apparu, lié à 65 000 € de dettes non garanties, carte de crédit, prêt à la consommation, un leasing auto impayé. Tout ça datant de moins de 2 ans. J'ai continué à lire. Un état hypothécaire que j'avais demandé pour des recherches familiales. La maison de mes parents, une seconde hypothèque enregistrée il y a 11 mois. Montant emprunté, 120 000 €. J'ai fait le calcul dans ma tête.
Dette de la sœur, 65 000 euros. Seconde hypothèque des parents, 120 000 euros. La plus-value de mon appartement, environ 350 000 euros. Assez pour tout effacer. Ils ne demandaient pas l'équité. Ils se noyaient. Et j'étais le canot de sauvetage qu'ils voulaient réquisitionner. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur stratégie de sortie. J'ai appelé ma cousine, la seule qui n'avait pas choisi de camp. Elle a répondu à la première sonnerie. Ça va? Je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Chloé? Silence. Puis elle a soupiré. Son mari a perdu son boulot il y a 8 mois. Il ne l'a dit à personne sauf à tes parents. Mon estomac s'est noué. Ils ont 3 mois de retard sur leur loyer. Tes parents ont hypothéqué leur maison pour couvrir les 2 premiers mois, mais ils sont à sec maintenant. J'ai fermé les yeux. Donc, le plan c'est de me faire signer l'appartement. Le vendre vite. Utiliser la plus-value pour effacer ses dettes et empêcher la saisie de la maison de tes parents. C'était là. Le tableau complet. Ma sœur, 65 000 euros dans le rouge. Mes parents saignés à blanc par leur crédit. Mon appartement, valeur vénale 680 000 euros, reste à payer 310 000 euros, net 370 000 euros, assez pour tous les remettre à zéro. Je n'étais pas la famille, j'étais un distributeur automatique. Merci, j'ai dit. J'ai raccroché. J'ai passé un dernier appel. Et la guerre s'est terminée avant même qu'il sache qu'elle avait commencé. Elle s'appelait Maître Diane Fournier, avocate en litige immobilier, ancienne procureure, tolérance zéro pour la fraude. Je l'ai rencontrée le lendemain matin. Elle a écouté, pris des notes, examiné mon classeur. Puis elle a levé les yeux. Ils n'ont aucune réclamation, ni légale ni équitable. S'ils déposent plainte, on les enterre. Elle a exposé le plan. Étape 1, demander un jugement déclaratoire confirmant que je suis l'unique propriétaire. Étape 2, envoyer une mise en demeure à mes parents et à ma sœur. Citer les preuves, les actes d'achat, l'historique des paiements, le fait qu'aucun accord verbal n'a jamais été écrit ni acté. Étape 3, ajouter une petite ligne à la fin. S'ils poursuivent avec un procès frivole, nous contre-attaquons pour procédure abusive et nous demandons le remboursement intégral des frais d'avocat, article 7 sens. J'ai signé le mandat l'après-midi même. Diane a tout rédigé en 6 heures. La requête, la mise en demeure, tout prêt à partir. J'ai enregistré une vidéo résumant les faits. Je l'ai mise sur un cloud avec un horodatage, juste au cas où la campagne sur les réseaux sociaux empirerait. Puis j'ai attendu. Le silence est un pouvoir. 72 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Leur avocat demandait une conférence de règlement d'urgence, pour éviter un litige coûteux, selon ses mots. J'ai accepté, avec Diane présente, pour que ce soit officiel. Salle de conférence neutre dans le centre de Paris. Parois de verre. La tour Eiffel au loin. Mes parents sont entrés. Chloé, leur avocat. Ils avaient l'air fatigués. Diane a ouvert son classeur. Avant de faire perdre son temps au tribunal, établissons les faits. Elle a fait glisser la première pièce sur la table. L'acte de vente notarié. Titre de propriété. Acheteur unique. Pas de co-signataire. Pas de copropriétaire. Leur avocat l'a parcouru. N'a rien dit. Diane a fait glisser la deuxième pièce. 3 ans de remboursement de crédit, 150 000 euros. Chaque paiement depuis le compte de ma cliente. Contribution parentale, 0. Ma mère regardait ses mains. Diane a placé la troisième pièce. Le rapport de solvabilité. L'état des inscriptions d'hypothécaire. Les 65 000 euros de dette non garantie de votre fille. Votre seconde hypothèque de 120 000 euros. Et la valeur nette de cet appartement, environ 370 000 euros. Elle a marqué une pause. C'est un mobile, noir sur blanc. Leur avocat a blêmi. Mon père a ouvert la bouche. Diane l'a coupé. Votre réclamation n'a aucun fondement juridique.
Si vous déposez plainte, ma cliente contre-attaquera pour abus de procédure et demandera tous les dommages et intérêts possibles. Cette réunion est votre porte de sortie. Ma sœur a craqué, sanglotant, les mains sur le visage. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ma mère a détourné le regard. La mâchoire de mon père s'agitait, mais aucun mot ne sortait. Leur avocat s'est penché, a chuchoté à l'oreille de mon père, puis il a parlé. Nous nous retirons par écrit. Diane a fait glisser un protocole d'accord pré-rédigé sur la table. Parents et sœurs reconnaissent la propriété exclusive. Renonce à toute réclamation. Clause de non-dénigrement mutuel. La main de mon père tremblait en signant. Ma mère a signé sans me regarder. Chloé a signé en dernier. Des larmes sur le papier. Diane a rassemblé les documents. Cette affaire est close. Tout contact ultérieur concernant cette propriété sera considéré comme du harcèlement. Je me suis levée, je suis sortie. Mon téléphone a vibré dans le couloir. Un SMS de ma cousine. Tu as gagné? Ça va? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne savais pas. 6 mois plus tard, mes parents ont vendu un bien locatif qu'ils avaient gardé secret. Ils ont remboursé leur seconde hypothèque. Pas de faillite personnelle, pas de saisie. Ils ont un budget serré maintenant, mais ils sont stables. Chloé et son mari ont déménagé à Bordeaux. Il a eu une nouvelle offre d'emploi. Meilleur salaire, nouveau départ. Elle a supprimé ses réseaux sociaux pendant 6 mois. Pas de post, pas de commentaires. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais j'espère qu'ils vont bien. J'ai gardé l'appartement, renégocié mon prêt à un taux plus bas, 2,1%. Ça m'économise 300 € par mois. J'ai utilisé une partie de cette économie pour lancer une bourse pour les étudiants de première génération, ceux qui travaillent de nuit et vivent dans des chambres de bonne en économisant chaque euro. Je l'ai nommée Bourse Claire, du nom de la patronne qui m'a dit de garder les reçus. L'inauguration était petite. Juste moi et quelques amis, mais ça semblait juste. Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire il y a 2 mois. Pas de mots à l'intérieur, juste sa signature. J'ai envoyé un SMS de remerciement. 2 lignes. Poli. C'est là où nous en sommes. Des frontières, pas des ponts. Mon père n'a pas appelé. Ma sœur a envoyé un seul email. Je suis désolée. J'ai répondu, j'accepte tes excuses. J'espère que ta nouvelle ville te traite bien. C'est suffisant. La semaine dernière, j'ai organisé un dîner. Petit comité, 6 personnes. Des amis qui sont restés calmes pendant la tempête. Ma cousine qui m'a dit la vérité. Diane, qui a facturé honnêtement et est devenue une amie. On a mangé sur ma terrasse. Regardez le coucher de soleil. Ri. L'appartement était plein. Pas de fantômes, mais de vie. Je garde toujours le classeur, pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'il me rappelle que la vérité, documentée et calme, est la chose la plus puissante que vous possédez. Votre réussite n'est pas le fonds d'urgence de votre famille. Et protéger ce que vous avez construit n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Cette histoire est une dramatisation fictive. Rien ici n'est un conseil juridique ou financier. Mais voici ma question pour vous. Avez-vous déjà dû poser une limite ferme avec votre famille concernant l'argent ou un bien ?